d'accueillir ce soir non seulement Arthur, qui est étudiant en philosophie et qui coordonne ce cycle, mais aussi M. Gabellieri, qui est professeur et doyen de la faculté de philosophie. Je suis plus doyen. Plus doyen, je suis vice-recteur. Qui est vice-recteur donc à la faculté catholique qui est juste voisine, et aussi spécialiste de Simone Weil, et qui va nous parler de la notion de travail chez Simone Weil. Donc je vais bientôt laisser la parole à Arthur, tu vas peut-être introduire la conférence. Je rappelle juste, et on va voir ça après la discussion tout à l'heure, que pour participer aux événements qu'on vous propose, et qui ont un prix, puisqu'on propose beaucoup de choses, vous voyez, des expositions, on va en parler tout à l'heure si vous voulez, autour de bière, mais aussi des conférences, beaucoup d'événements. Tout ça a un prix, et donc pour que l'association puisse entrer dans ses frais, il est important de penser ou bien à adhérer à l'année, ce qui vous permet de participer à toutes les conférences, 35 €, 25 si vous êtes étudiant, ou bien de vous acquitter d'un billet d'entrée qui est fixé à 5 € pour une conférence. Donc voilà, si ça n'a pas été fait, si vous n'êtes pas adhérent, je serais ravi d'en discuter avec vous tout à l'heure. En attendant, pour votre conférence, je passe la parole à Arthur. Merci David. Donc voilà, ce soir on est avec M. Gabellieri qui a publié l'an dernier donc, un ouvrage qui synthétise la pensée de Simone Weil sur la question du travail. Et donc là, en organisant un atelier sur le travail et en étant au café Simone, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rater cette rencontre. Et donc j'ai lu ce livre. Moi, je ne connais pas spécialement bien la pensée de Simone Weil, donc je l'ai lu d'une manière assez naïve. Et j'ai recueilli des questions sur lesquelles j'aimerais dialoguer ce soir avec M. Gabellieri, mais surtout histoire de me faire parler, plus que moi en fait. Et ça permettra, j'espère, si les questions sont bien posées, de découvrir la pensée de Simone Weil qui, moi, personnellement, m'a beaucoup impressionné dans ce livre. Et qu'on va découvrir ensemble. Comme on est en petit comité, ce que je vous propose de faire, si ça vous convient, c'est qu'au lieu de faire un temps de questions tout à la fin, alors on en fera peut-être un aussi à la fin, mais peut-être qu'on peut se permettre quelques interventions pendant le cours de la discussion pour que ça soit un peu plus vivant. En revanche, pendant la discussion, on va peut-être faire que des questions-questions quant à la compréhension et à des éclaircissements sur Simone Weil. Et ensuite, pour des interventions, plus des prises de position, on fera ça comme on fait d'habitude, c'est-à-dire plus à la fin de la conférence, si ça vous va. Voilà, donc je vous propose de commencer. Peut-être que vous désirez introduire l'ouvrage. Alors, je veux bien dire un mot d'introduction, peut-être pas sur l'ouvrage, parce que vous allez, avec vos questions, nous introduire directement, mais sur, d'une part, le fait qu'il se situe dans une collection dont je voudrais parler en 2 mots, et puis que cet ouvrage est bien le dernier d'un long travail sur Simone Weil, puisque j'ai commencé à travailler Simone Weil il y a maintenant 25 ans, parce que j'ai consacré ma thèse d'État à Simone Weil. Et voilà, c'est le petit dernier des différents ouvrages qui, depuis 25 ans, sont le fruit de ce travail. Donc c'est pour ça que j'ai amené un gros ouvrage ici, qui est le cahier de Lerne Simone Weil. Pour ceux donc qui connaissent les cahiers de Lerne, qui sont des gros dossiers sur une des grandes figures de la pensée contemporaine. J'ai coordonné le cahier Simone Weil il y a maintenant 3 ans. Et voilà, si vous voulez tout savoir sur Simone Weil, c'est une assez bonne introduction, puisqu'on a édité beaucoup de textes. Simone Weil qui se trouve dans les œuvres complètes maintenant, mais si vous voulez acheter les 16 volumes des œuvres complètes, ça fait peut-être un peu cher si on n'est pas spécialiste. Et puis, vous avez tous les grands textes des grands commentateurs de Simone Weil, ou bien de grands noms qui, sans être de grands spécialistes de Simone Weil, ont été marqués par sa pensée. Donc ça va de René Girard à Michel Serres, Paul Ricoeur, etc. Donc voilà, ça peut vous donner un bon panorama aussi de la réception de la pensée de Simone Weil. Sinon, voilà, pour revenir à ce livre, il est sorti dans une collection que nous avons créée avec Pierre-Yves Gomez, pour ceux qui le connaissent, professeur à l'EM Lyon, à la suite de la fondation du groupe de recherche qui s'appelle le GRACE. Alors je ne sais pas si certains connaissent le GRACE, même au Simone, est-ce qu'il y a déjà eu des séances du GRACE, je ne sais pas. GRACE, groupe de recherche anthropologie chrétienne et entreprise,
C'est un groupe de recherche qui a été fondé il y a maintenant 8 ans. C'est à l'Acato qu'a eu lieu le séminaire fondateur quand on était encore à Bellecour. Et l'idée, c'était de créer un lieu où des professeurs de gestion et d'économie se donnent comme programme de travailler leur discipline en lien avec la doctrine sociale de l'Église. Ça a été ça l'objectif. Et pour ce faire, la rencontre s'est faite de la manière suivante, c'est qu'un jour on se rencontre avec Pierre Gomez. Il me dit, voilà, moi j'ai ce souhait de trouver un lieu ou une manière de relier doctrine sociale de l'Église et sciences de gestion et économie. Et moi j'avais dans le cœur à l'Acato, depuis qu'on avait engagé un programme de travail sur la pensée sociale lyonnaise et le catholicisme social lyonnais, de faire quelque chose d'équivalent. D'ailleurs, on va grouper nos forces. On va mettre un peu de théologiens et de philosophes dans le groupe des gestionnaires qui commençait à se former, et ça a donné le GRACE. Donc vous pouvez avoir sur internet le site GRACE Recherche qui maintenant s'est professionnalisé, et c'est un réseau qui regroupe maintenant une quarantaine de profs, de chercheurs de toute la France, en sciences de gestion principalement, mais comme je disais avec d'autres spécialistes de disciplines différentes, des théologiens, des philosophes. Et on a décidé donc depuis 2 ans de créer 2 collections qui sont à Nouvelle Cité, une collection d'ouvrages collectifs du GRACE, et puis une collection plus de monographies. Et je voyais Pierre-Yves Gomez en début d'après-midi, donc c'est pour ça que je pensais à dire un mot en introduction. C'est que, vous voyez, Marx a fait le premier volume, Penser le travail avec Marx. Je viens de faire le Simone Veil. Et le 3e volume en préparation, c'est Penser le don avec Marcel Mauss. Pour ceux qui connaissent la pensée de Marcel Mauss, l'essai sur le don, et puis tout le courant qui en France s'en inspire, le courant du Mauss, d'Alain Caillé, la revue du même nom. Voilà. Et je voulais en profiter, s'il y a parmi vous il y a des plumes qui ont envie d'écrire un ouvrage du même type sur un auteur qui travaille au niveau d'une thèse ou je ne sais quoi, ben on cherche des auteurs éventuellement pour un penser ceci avec un tel. Voilà. Donc on aimerait bien qu'il y ait un Chesterton, qu'il y ait voilà, un René Girard, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela dans les prochains numéros de cette collection. Voilà. Je ferme la page de pub, mais c'était pour expliquer comment ce livre s'est noué. Puisque en parlant aux collègues du GRACE de la pensée de Simone Veil, au bout d'un moment ils m'ont dit bah, écoute, il faut que tu nous sortes un bouquin sur le travail chez Simone Veil. Voilà, j'ai réussi à faire ça l'an dernier. Voilà, pour dire un petit peu l'origine du livre lui-même. Voilà. Merci beaucoup. Donc je pense que pour entrer dans l'ouvrage, la meilleure chose c'est justement de parler de Marx tout d'abord, et de faire un petit peu d'histoire de la philosophie, parce que Simone Veil reprend à Marx de nombreuses idées et revient aussi sur de nombreuses idées de Marx. Et moi j'ai perçu dans ce livre un héritage très fort de Marx et à la fois beaucoup de désaccords, un peu comme dans la pensée de Jean-Paul II finalement, c'est assez intéressant. Et j'aimerais justement vous amener à nous parler de cet héritage. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Dans quelle mesure est-ce que Simone Veil hérite de Marx, et dans quelle mesure est-ce qu'elle est une mauvaise élève de Marx? Ok, très bien. Alors oui, c'est tout à fait ça. Simone Veil a été une des premières intellectuelles françaises à lire Marx directement. Elle a lu le Capital intégralement dès qu'elle a pu le faire. Donc il faut avoir à l'esprit, si vous n'avez pas à l'esprit la biographie de Simone Veil, elle naît en 1909. Elle commence à militer dans les mouvements dits révolutionnaires ou proches des mouvements révolutionnaires dès qu'elle est à Normal Sup à Paris dans les années 20. Et très vite, elle est en lien avec les mouvements qu'on appellerait aujourd'hui d'extrême gauche, avec des militants du Parti communiste, parce qu'elle est dans une situation qu'on peut résumer ainsi. Moi, Simone Veil, issue d'une famille bourgeoise, brillante élève du lycée Henri IV, qui est une des premières femmes à entrer à Normal Sup, je fais partie de l'élite sociale, et je suis à une époque où le prolétariat des années 20, la crise de 29 est arrivée, ben c'est la pire des catastrophes sociales de l'histoire moderne. Et je sais qu'il y a des ouvriers qui souffrent dans les usines, je sais que l'oppression prolétaire est une réalité. Elle a aussi à l'esprit pressant les drames des colonies, et de la révolte des colonies dans les pays colonisés, etc. Bon, elle est au fait de tout ce qui lui paraît affecté du coefficient oppression dans le monde dont elle est contemporain.
Et donc, face à un establishment politique, intellectuel, etc., qui ignore toutes ces questions, qui se satisfait du capitalisme libéral de l'époque, très vite elle devient insupportable. Donc si vous connaissez sa biographie, vous savez qu'à Normal Sup, elle commence à militer et à militer pour les caisses de chômeurs, pour que les profs, les étudiants qui sont boursiers puissent donner aux caisses de chômeurs. Elle milite contre la préparation militaire obligatoire des normaliens, etc. Bon, maintenant on échappe à tout ça, mais enfin voilà, à l'époque c'était ça, ainsi de suite. On est dans un climat très militariste, hein, avec le conflit franco-allemand, ainsi de suite. Bon. Et donc elle se met du côté du socialisme qui est représenté avant tout par le marxisme, hein, dans le contexte de l'époque. Mais très vite, elle prend conscience à la fois de la dérive de la révolution soviétique. Hein, elle a été, avec Boris Souvarine, les toutes premières à comprendre ça dès les années 20, ce qui était vraiment prémonitoire, des gens qui s'en sont aperçus 60 ans après, quoi. Voilà. Et elle, en même temps, découvre très vite que le Parti communiste français est inféodé à l'internationale soviétique, léniniste puis stalinienne, et que la même tendance à la dictature habite les partis politiques révolutionnaires occidentaux, enfin de l'Ouest, et l'État totalitaire qui se forme à l'Est. Ce qui fait que très très vite, alors même qu'elle se balade pour provoquer avec l'humanité dans la poche dans les couloirs de Normal Sup, elle devient hostile au Parti communiste et elle se met du côté de ce qu'on appelle à l'époque les syndicalistes révolutionnaires. Les syndicalistes révolutionnaires, c'était des gens qui s'inspiraient de ce qu'on a appelé le socialisme humaniste français par opposition au marxisme. Vous savez que dans les écrits de Marx, il y a le socialisme scientifique, c'est moi, Marx, et puis il y a le socialisme utopique, humaniste, qui croit encore aux valeurs idéalistes de la transcendance de la personne sur le social, de la critique de l'État, parce qu'il n'y a qu'avec un État fort qu'on peut imposer la dictature du prolétariat et la révolution finale. Voilà. Et il faut avoir l'esprit que chez Simone Weil, il y a une inspiration qui est largement enracinée dans Proudhon, on va y venir après, hein, c'est-à-dire dans un socialisme qui est beaucoup plus de la société civile opposée à un État fort et totalitaire, du mouvement coopératif au niveau ouvrier par rapport à un système d'avant-garde du prolétariat représenté par un parti, etc. Voilà pour dire un peu le contexte. Alors, par rapport à la pensée de Marx elle-même, Simone Weil, elle est frappée au départ par deux choses positives qu'elle gardera toujours de Marx. L'idée que chez Marx, comme chez tous les révolutionnaires de leur époque, il y a une générosité initiale de vouloir prendre le parti des opprimés contre les systèmes d'oppression. Donc ça, ok. Alors je dis générosité initiale parce que au fur et à mesure que le marxisme avance, par exemple quand elle analyse le conflit entre Marx et Proudhon, elle se rend compte qu'il y a une volonté de monopole de la part de Marx qui, quelque part, d'un point de vue moral, la gêne beaucoup, hein, dans sa manière de vouloir être pluriel dans le combat et pas inféodé à une seule force. Ensuite, on va venir au problème central. Et puis, deuxième chose positive chez Marx, c'est que à la suite des auteurs qui ont inspiré le positivisme et le sociologisme français comme Auguste Comte, Durkheim, etc., pour elle, Marx renouvelle l'idée d'une science de la société. Et avec l'idée qu'il faut compléter cette science de la société que le positivisme, les sociologues français ont commencé à vouloir développer, mais par une analyse des mécanismes sociaux, mais à base économique. Ce que le sociologisme à la française ne faisait pas trop jusque-là. Donc compléter Comte et Durkheim par une science économique des mécanismes sociaux, de l'oppression sociale, dont au moins une part des fondements peuvent être économiques. Donc cette idée que Marx a inventé une méthode nouvelle d'analyse des mécanismes sociaux et des mécanismes d'oppression propres au capitalisme libéral, ça c'est quelque chose qui pour Simone Weil restera toujours. Et notamment, elle loue Marx de la même manière qu'elle louera ensuite Léon XIII quand elle pourra lire Rerum Novarum dans la deuxième partie de son œuvre, d'avoir défini l'oppression capitaliste par la subordination du sujet à l'objet. Hein, c'est-à-dire, dans le système de production capitaliste, les travailleurs, si on prend le symbole du travail à la chaîne au niveau opérationnel, mais si on le prend en termes de pouvoir,
toutes les fonctions d'exécution séparées des fonctions de direction, ça implique que le travailleur soit dominé par l'objet de son travail au lieu de le dominer. Ce renversement du rapport sujet-objet, Simone Weil dira toujours, Marx a été un des premiers à le voir de manière aussi puissante, et on va trouver les mêmes formules dans les analyses de la doctrine sociale de l'Église, dans Rerum Novarum, quand Simone Weil les découvrira après, à la fin des années 30. Et elle dira, là, il y a un parallèle extraordinaire. Contre le capitalisme libéral, les deux types de pensée qui ont vu le problème, c'est Marx et c'est le catholicisme social. Voilà à quoi elle arrive dans l'enracinement. Donc ça, pour elle, ça restera la grandeur de Marx. Maintenant, quel est le problème si on résume un peu son point de vue sur Marx, quant aux déficiences et au fait qu'elle va rompre avec lui, c'est que Marx, une fois qu'on a dit ça, ne va être ni assez philosophe ni assez matérialiste à ses yeux. Alors je prends d'abord sur l'aspect le plus paradoxal, pas assez matérialiste, elle va dire que le propre du marxisme en tant que théorie révolutionnaire, ça va être de vouloir donner un coup de pouce pour que la méthode d'analyse matérialiste de Marx et l'idéal révolutionnaire de la liberté absolue d'une société sans classe, etc., eh bien ça coïncide de manière nécessaire dans l'histoire, avec cette prophétie que nous sommes à la veille de la révolution finale et que le prolétariat, devenant de plus en plus opprimé, de plus en plus puissant, arrivera à renverser d'un coup son oppression de telle manière que ça partagera l'histoire en deux. Jusque-là, l'histoire de l'oppression, à partir de là, l'histoire de la liberté. Et Simone Weil dit à peu près ceci, pour penser ainsi, il faut croire en une sorte de déterminisme historique où l'évolution des forces de production, donc à base matérielle, l'évolution de la matière, transposée à un niveau social, engendre nécessairement du bien. Comme s'il n'y avait aucun facteur moral ou spirituel qui devait jouer par rapport à cette évolution matérialiste nécessaire de l'histoire. Donc, autant l'analyse matérialiste des faits sociaux est juste, autant la transformer en une philosophie du progrès, en un idéalisme du progrès, ben c'est aussi aberrant que si on prend la philosophie de l'histoire de Hegel, affirmant que l'esprit absolu et la liberté absolue va se réaliser, mais uniquement par l'histoire des idées. C'est-à-dire qu'on prenne le schème de la philosophie du progrès au niveau d'une théorie idéaliste, au niveau d'une théorie matérialiste, dans les deux cas, il y a la foi en un progrès nécessaire et inéluctable de l'histoire, donc en un déterminisme, qui peut se passer de la liberté humaine, et qui surtout fait l'impasse sur le problème moral de l'origine du mal dans l'histoire de l'humanité. Marx veut que ça soit des mécanismes de classe qui, si on les transforme, peuvent abolir l'histoire du mal et réaliser l'histoire du bien. Et très très vite, Simone Weil, dès les années 20, en philosophe moraliste, si je puis dire, est convaincue de ce qui va être un argument permanent de ceux qui vont se libérer du marxisme historique. La frontière du bien et du mal passe en chaque homme et ne passe pas entre une classe sociale et une autre, comme entre une nation et une autre, si on prend des nationalismes ou des racismes historiques, etc. Et donc cette conviction que, par exemple, si on prend le problème de l'oppression, la source de l'oppression peut être dans des mécanismes sociaux, mais elle peut être aussi ensuite dans la volonté de puissance de n'importe quel homme. Et si on a un système de puissance soviétique opposé à un système de puissance libéral capitaliste, la possibilité du totalitarisme peut être aussi importante dans un pays socialiste que dans un pays libéral. Donc très très vite, elle verra cela et elle considérera que Marx a péché par idéalisme alors qu'il se voulait matérialiste et il n'a pas compris que les facteurs moraux et spirituels dans l'histoire humaine étaient essentiels. Sa science de l'économie a voulu être la science absolue, voilà, si on peut dire les choses ainsi. Donc, ni assez matérialiste ni assez philosophe, parce que Marx n'a pas fait assez de philosophie morale, si vous voulez, on pourrait dire les choses comme ça, du point de vue de Simone Weil. Voilà ce que je peux dire pour essayer de résumer très vraiment rapidement le rapport à Marx. Du coup, est-ce qu'on passe au rapport à Proudhon ou est-ce qu'il y a... Peut-être pour faire le lien, moi une chose qui m'a beaucoup marqué dans le rapport qu'a Simone Weil à Marx, c'est que j'ai l'impression qu'elle dit oui à la révolution, alors qu'on pourrait peut-être attendre de Simone Weil qu'elle nous dise oui pour les modèles d'analyse de Marx, mais pas forcément pour les applications pratiques de la révolution, etc. D'accord. Et en fait, Simone Weil semble tenir à la révolution, mais pas celle de Marx finalement, mais peut-être plus celle de Proudhon, si je me trompe pas. Oui, c'est ça.
Et alors, bon, il y a un problème de mots. Elle va prendre le mot révolution d'abord, mais très vite, elle va le critiquer. Parce qu'elle voit dans les théories révolutionnaires modernes une sorte de dimension eschatologique qui ne peut pas appartenir aux politiques, en fait. Autant on peut avoir un idéal moral et spirituel d'ordre méta-historique, métaphysique, religieux, etc. Autant cette idée qui vient du siècle des Lumières, de l'Aufklärung, que le royaume de Dieu pourrait se réaliser sur la terre, et ça, pour elle, très vite, ça va être le type même d'utopie moderne dont il faut se libérer. Donc il faut être idéaliste en un sens moral, mais pas en un sens politique. Voilà, c'est cette distinction, je crois, qui est importante. Et elle va dire qu'il faut garder de l'idéal révolutionnaire moderne l'éternel esprit de révolte face à l'oppression, face à la misère, face au malheur, etc. Voilà, il faut avoir un éternel esprit de révolte. Ça, elle le gardera jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers engagements dans la résistance, etc. Mais, vous voyez, la différence entre avoir un esprit de révolte en soi et penser qu'une théorie révolutionnaire doit nécessairement se réaliser de manière historiciste. Ça, pour elle, c'est une illusion. Comme il y a des illusions spéculatives, si on parle comme Nietzsche, il y a des illusions historiques, historico-politiques qui sont du même tonneau. Voilà. Et est-ce que donc, si j'ai bien compris, donc, la révolution en tant que modèle politique appliqué de manière hiérarchique ne fonctionne pas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de révolution de tous les individus en tant que tels, oui, notamment dans les peut-être des réformes qui pourraient avoir lieu localement dans les modèles de production et dans le rapport peut-être au travail. Oui, moi, c'est ce qui me fait penser le plus à Proudhon. Bien sûr, mais c'est ça. Alors, il y a un texte qui est assez célèbre, enfin, pour les spécialistes, qui s'appelle « Critique des idées de révolution et de progrès », qu'on trouve maintenant dans les œuvres complètes de Simone Weil chez Gallimard, qui éclaire très bien cela. La révolution, mot magique. De la même manière, si vous voulez, que Marx a dit la religion est l'opium du peuple, Simone Weil arrive à dire la révolution devient l'opium du peuple. Voilà, c'est la même analyse. Et elle va garder l'idée que la révolution authentique, c'est une révolution morale, culturelle et spirituelle. C'est pas d'abord une révolution politique. Si on fait une révolution politique sans que ça soit produit par une révolution morale et spirituelle, ça tournera au totalitarisme. Parce qu'on veut que la force politique remplace la conversion des esprits, la transformation des esprits. Et ça ne pourra jamais marcher. Voilà. Et donc là, elle se rapproche de Proudhon, et il faut avoir à l'esprit cette inspiration proudhonienne qui a été occultée historiquement par le succès du marxisme, et par le monopole que le marxisme a voulu avoir sur les mouvements révolutionnaires de son époque. Et de fait, historiquement, si on prend le XXe siècle, enfin au moins jusqu'à l'effondrement du système soviétique, c'est Marx qui a gagné sur Proudhon. Le marxisme-léninisme et le stalinisme, etc., qui a suivi, qui a gagné sur Proudhon. Mais si maintenant on fait le bilan, aujourd'hui, début du XXe siècle, on s'aperçoit qu'en fait c'est Proudhon qui a raison et qui a gagné. Alors qui a gagné, pas au sens d'un succès historique manifeste, mais au sens où toute l'inspiration de Proudhon, c'est elle qui nous reste dans les courants socialistes humanistes pour garder quelque chose de l'idéal humaniste qui peut exister dans les mouvements socialistes, ou qui va se retrouver dans les mouvements fédéralistes ou dans les mouvements alternatifs aujourd'hui, vous voyez, à l'échelle planétaire, hein, pas seulement chez nous. On s'aperçoit que c'est des choses qui soit sont explicitement d'origine proudhonienne, soit s'en rapprochent de manière très très frappante. Voilà, ça c'est tous les courants altermondialistes, alors je ne dis pas altercato comme ici, mais je pense qu'il y a beaucoup de points communs qui se retrouvent. Alors pour le dire ainsi, beaucoup parmi vous connaissent la pensée de Péguy. Péguy était typiquement au départ un socialiste proudhonien, et pour lequel socialisme et christianisme en ce sens-là est très, très proche, c'est-à-dire un sens de la transcendance de la personne sur le collectif et sur le social qui était commun au socialisme de Proudhon et au christianisme auquel Péguy adhère et qui approfondit de plus en plus. Et donc quand Péguy dira la révolution sera morale ou ne sera pas, c'est du Proudhon. À l'époque, c'est vraiment lié à cette inspiration de Proudhon qui, contre Marx, dit une révolution qui passe uniquement par l'État et par la force de la dictature du prolétariat, non, ça c'est pas moral. Il faut que ça soit une transformation de tous les esprits pour le bien commun, on aurait envie de dire dans le langage actuel. Et donc vous avez une conception que Proudhon appelle tendancielle de la révolution, voyez, par opposition à étatique. C'est-à-dire qu'il faut que toute la société arrive à créer des systèmes de solidarité dans le travail, de coopération, qui créent peu à peu la puissance sociale
qui pourra instaurer un régime politique différent de celui qu'on connaît soit dans le capitalisme, soit dans l'État collectiviste. Avec, chez Proudhon, et dans ce point limite, que dans son socialisme idéal, à la limite, on pourrait se passer de l'État. L'État, comme force politique transcendant le social, paraîtrait quelque chose qu'on pourrait réduire presque à rien. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect sans doute utopique qu'il y a dans le proudhonisme. Mais cette idée que, pour parler en termes de doctrine sociale de l'Église, c'est la multiplication des corps intermédiaires, c'est la capacité des corps sociaux intermédiaires entre l'individu et l'État d'organiser la vie sociale et la vie économique au maximum des autonomies possibles, qui crée un système de type fédéraliste. Voilà, ça c'est le modèle de pensée proudhonien. Et donc la révolution, ça va être de transformer toutes les structures sociales et politiques à partir d'un travail de la base, de communauté de base, on aurait envie de dire dans un langage plus contemporain. Et ça passe par une philosophie du travail. On va arriver aux questions suivantes à partir de là. C'est-à-dire que pour Proudhon, par exemple, un des drames de la civilisation industrielle, c'est d'avoir complètement séparé les fonctions de direction et les fonctions d'exécution dans le travail. C'est d'avoir introduit une culture où travail manuel et travail intellectuel sont des types de travaux complètement séparés et opposables. Et Simone Weil, comme Proudhon, va dire, ça c'est un double crime contre la vérité du travail. C'est-à-dire que même à un niveau très subalterne de travail, même les tâches les plus basses du travail social, il faut qu'il y ait un minimum d'autonomie dans le travail, un minimum de capacité de diriger son travail, même si on est dans des tâches dites d'exécution. Sinon, ce n'est pas un travail humain, c'est un travail d'esclave. Et de la même manière, si vous prenez la réflexion à un autre bout de la chaîne, le travail de direction, qui serait tellement un travail de direction qu'il ne serait jamais en contact direct avec le travail d'exécution, ben c'est un travail aussi aliéné que l'inverse, celui du prolétaire qui ne fait qu'exécuter sans avoir besoin de penser son travail. Parce que ça veut dire que personne n'aura l'intelligence de toute la chaîne des travaux et de tout ce qui est nécessaire pour penser ensemble la même œuvre. Voyez ? Donc chez Proudhon, comme chez Simone Weil ou d'autres, il y aura une volonté de penser l'entreprise d'une manière qui est plus verticale et pyramidale, mais qui crée des cercles de réflexion à tous les niveaux, et de telle manière que les directeurs et les exécutants puissent se rencontrer, puissent partager, alors par des degrés intermédiaires, etc., mais l'ensemble de la vision globale de ce qu'est une entreprise. Elle rêvait qu'on puisse faire visiter à un ouvrier toutes les sphères de l'entreprise pour qu'il se rende compte de la manière dont une usine fonctionne, à tous les niveaux. Et pareil pour le PDG, qu'il aille dans les ateliers, se balader, etc. Vous sentez bien que c'est l'évolution que le capitalisme a dû prendre après la guerre pour humaniser le travail, pour éviter ces sectionnements entre les niveaux de travail. Et tout ça, c'est l'inspiration proudhonienne au départ qui largement l'a diffusée dans quantité de cercles de réflexion. Donc vous avez chez Proudhon un refus de la subordination de la société civile à l'État, si on prend le plan de sa pensée politique, une volonté de penser le travail en termes de coopération. C'est pour ça qu'il est à l'origine de toutes les traditions coopératives en Europe, vous voyez, par exemple, et puis dans le monde, ça vient largement de cela. Et puis il développe une philosophie du travail qui veut se libérer de l'aliénation du système industriel capitaliste, mais qui ne veut surtout pas y répondre par le système collectiviste de l'Est. Parce que, comme Simone Weil va le dire très vite, un ouvrier stakhanoviste dans le système stalinien est encore plus aliéné et opprimé que le prolétaire du système capitaliste. Donc on n'a rien gagné du tout. Et il faut transformer en fait les structures de travail. C'est ça la question. Et pour transformer ces structures de travail, il faut comprendre le travail est un acte spirituel qui implique l'union de l'âme et du corps. C'est la Simone Weil cartésienne et anti-dualiste. Il prend le thème de l'union de l'âme et du corps contre le dualisme de l'âme et du corps. Et il faut une anthropologie nouvelle. Il faut une anthropologie réaliste de l'unité de l'être humain, en même temps que de l'unité du corps social. Vous voyez, voilà. Et donc peut-être à ce propos faire un petit écart à propos de l'expérience de Simone Weil, parce que je le rappelle, même si beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, que Simone Weil a justement la grande particularité en tant qu'étudiante normalienne de s'être décidée finalement à faire un séjour en entreprise
pour avoir une expérience directe de ce qu'était la condition d'ouvrier à l'époque. Et j'ai l'impression quand même que ça c'est présent dans toute cette œuvre, j'ai l'impression quand même que ça l'a beaucoup marqué, et que c'est de là que viennent principalement ces réflexions spirituelles sur le travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transcende, comment est-ce qu'un ouvrier dans cette situation peut transcender la difficulté et l'absurdité de son travail par une certaine spiritualité, et à partir de quel moment est-ce que le travail est trop absurde et trop dur pour que cette spiritualité puisse se développer, à partir de quel moment est-ce qu'elle est étouffée? Alors, je propose de partir des sources d'inspiration de Simone Weil sur la question du travail. On a parlé de Proudhon, mais il y en a d'autres. Au niveau philosophique, il faudrait compléter par le fait que dans l'enseignement de Alain, qui a été le maître en philosophie de Simone Weil à Henri IV, il y avait une philosophie du travail. Alain était très original dans la philosophie française de son époque, contre le rationalisme et l'idéalisme dominant, type Léon Brunswick, pour ceux qui situent la Sorbonne de l'époque. Alain était quelqu'un qui voulait penser de manière incarnée la condition humaine. Et notamment, là, ça s'enracine dans la tradition qui vient de Mène de Biran, dans la philosophie française, pour ceux qui situent ce courant, qui voulait, contre l'idéalisme cartésien notamment, réhabiliter le rapport de l'homme au monde et le rapport de l'homme à son corps et à son être agissant dans le monde. Et donc, il y avait une philosophie du travail qui s'est développée de Mène de Biran à Alain, dont Simone Weil a hérité. Ça l'habitait en tant qu'étudiante de philo. Vous joignez cela à sa perception de la crise sociale dont on parlait tout à l'heure. Là, ça fait tilt. Et quand Simone Weil donc, devient agrégée, elle est donc nommée au Puy, comme vous savez, au départ, pour la nommer la plus loin possible de Paris, parce que comme c'est un penseur révolutionnaire, il fallait l'éloigner de la capitale. Donc là, elle se fait connaître par certaines manifs, etc., bon, qui ont failli la faire révoquer, mais elle s'en est sortie. Mais germe, du coup, dans son esprit, l'idée qu'aucun des philosophes de l'époque qu'elle connaît, aucun des intellectuels qu'elle connaît, ne se donne comme tâche de penser le travail moderne pour le transformer. Et c'est là qu'au bout d'un an, elle se dit, mais il faut moi-même que je fasse l'expérience d'entrer en usine pour me rendre compte de comment ça se passe, quels sont les mécanismes réels d'oppression, et comment on peut transformer le travail dans les conditions de la production moderne. C'est-à-dire que Simone Weil, contrairement à ce que croient encore un certain nombre de gens, elle n'est pas du tout anti-technicienne. Son expérience de la condition ouvrière qui a été terrible, parce que c'était une femme qui a pris des postes de travail qui étaient vraiment durs dans la métallurgie, etc. La condition ouvrière féminine était pire que la condition masculine. Bon, elle a vraiment vécu la condition prolétarienne la pire avant les réformes qui ne vont commencer qu'après 1936, après le Front populaire. Donc, il faut avoir conscience de cela par rapport à ceux qui disent oui, c'était une intellectuelle en mal d'expérience, alors elle a voulu faire sa petite expérience dans la classe ouvrière, puis elle est revenue à l'enseignement. Non, elle s'y est mise à fond dans des conditions terribles à l'époque. Donc elle s'est dit mais il faut aller voir, parce que par exemple elle voyait personne autour d'elle qui pense la technique moderne et la manière à la transformer pour la rendre humaine dans les conditions de production moderne. Vous voyez, comment transformer le travail à la chaîne, comment transformer le machinisme industriel de telle manière qu'il ne soit pas oppressif, mais au plan physique, avec tous les accidents du travail qui existent à l'époque. Donc elle fait ce choix, et de ce point de vue-là, elle va chercher à se dire, un, à quelles conditions un travail est humain et pas inhumain, et deux, comme elle est habitée par l'idée qu'on trouve chez Proudhon que tout travail a un sens spirituel, c'est-à-dire avec sa philosophie du travail qui vient à la fois de Proudhon, de Mène de Biran, elle a conscience que le travail est un acte de l'esprit et pas seulement un acte du corps, pour le dire ainsi. Donc là, elle est à l'opposé d'Hannah Arendt, par exemple, pour ceux qui connaissent la pensée d'Hannah Arendt, qui pense que le travail n'est que quelque chose de biologique qui rive l'homme à son corps. Non, elle dit le travail est un acte de la dignité humaine. Il faut que ça soit une marque de l'esprit sur le monde, le travail. Et donc elle se dit comment pouvoir préserver là où elle est en danger une spiritualité du travail, et comment la développer là où on pourrait la développer. Alors on arrive au thème de la spiritualité du travail à partir de là. Est-ce que je développe cela dans la foulée? Oui, on y va. Alors, il y a plusieurs dimensions. Je propose d'en distinguer trois dans ce qu'on peut appeler la spiritualité du travail de Simone Weil, et ce thème qu'elle développe dans l'enracinement, notamment dans ses derniers textes, lorsqu'elle appelle de ses voeux une civilisation de la spiritualité du travail.
En gros, on peut dire la chose suivante: l'humanité n'a jamais créé une civilisation de la spiritualité du travail, sauf au Moyen-Âge, et puis ça n'a pas duré longtemps, parce qu'à partir de la Renaissance, l'idéal de la domination de l'homme sur la nature, petit à petit, a écrasé cette dimension, et c'est qu'une logique de puissance qui l'a emporté jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu la perspective. Mais les Grecs n'ont pas pu le faire, puisque le travail n'a pas de valeur spirituelle pour eux. Le christianisme aurait dû le faire, mais n'a pas réussi à le faire pleinement, et lorsqu'il a commencé à le faire, le mouvement issu de la science cartésienne l'a emporté, et les modernes ne le réussissent pas non plus. On est dans une logique soit de négation de la valeur du travail, soit quand on l'exalte, c'est pour une logique de puissance. Mais l'idée d'une spiritualité du travail, nulle part. Ni en Orient, ni en Occident, ni chez les anciens, ni chez les modernes. Donc le diagnostic de Simone Veil est terrible parce que il consiste à dire, sur la question du lien entre travail et spiritualité, il y a un échec de l'humanité. En gros, c'est à peu près ça. Hein. Et elle va réfléchir, alors je propose de le dire en trois moments. D'abord, il y a une ontologie du travail, pour parler en philosophe, chez Simone Veil. Si je résume les choses ainsi, le travail, classiquement, apparaît comme un rapport à la matière. On parle du travail d'abord à propos du travail manuel, c'est ça le symbole du travail dans la représentation mentale de l'humanité, et c'est le rapport à quelque chose qui n'est pas spirituel, transformer une matière. Bon. Dans la perspective de Simone Veil, un travail qui serait qu'un rapport à la matière, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une illusion spéculative. Parce que même un esclave, et c'est ce qui a donné la fameuse dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, comme c'est un être humain, il obéit à des ordres qu'il faut qu'il comprenne pour engager un travail, et il faut qu'il agisse sur une matière quelconque, quelle qu'elle soit, avec son intelligence. Un minimum de techné, pour parler comme Aristote. Dans tout travail, il y a un minimum de techné qu'il faut maîtriser, et la techné, c'est une des différences pour Aristote entre l'homme et l'animal. Alors même que le travail n'est pas considéré comme ayant une dimension spirituelle pour un Aristote, il y a un paradoxe, c'est qu'Aristote veut penser la technique comme quelque chose de proprement humain. Donc rien que par une analyse matérialiste, si je puis dire, du travail, il y a déjà une dimension intellectuelle et spirituelle dans tout travail, nécessairement, pour qu'on ait affaire à un travail humain et pas à une activité animale. Mais il faut aller plus loin. Si je prends que le rapport à la nature, à la matière, je ne peux agir sur la matière, en projetant sur lui des fins d'ordre humain, spirituel, que s'il y a une intelligibilité de la matière sur laquelle je peux greffer mon esprit. Autrement dit, je ne peux travailler la nature, je ne peux travailler la matière que parce que dans la nature et dans la matière, il y a de l'intelligibilité. Pour parler en termes aristotéliciens, ce que nous appelons le monde matériel, c'est un composé de matière et de forme, de réalité sensible et intelligible. Donc le travail, nécessairement, n'est pas qu'un rapport à du sensible, de la matière pure, mais c'est un rapport à de la forme. Même le travail le plus inintelligent, si je puis dire, c'est un travail qui a rapport à de l'intelligible dans le réel. Sinon, ça ne peut pas avoir de sens et de réalité. Allons plus loin, si par tout travail, même le travail du balayeur, même le travail de l'ouvrier manuel lambda, me met en rapport avec un monde qui est à la fois intelligible et sensible, ça veut dire que je suis en rapport avec un logos du monde à travers tout travail. Alors là, on s'élève d'un cran, on arrive à du platonisme incarné dans le travail. C'est-à-dire que le travail me met en rapport avec des lois du monde, avec des lois de la réalité. Hein. Tout métier obéit à des lois de sa matière propre. Hein. Si je suis ébéniste, c'est les lois du bois. Si je suis artisan de la pierre, c'est les lois de la pierre, etc. Et donc me fait entrer dans une science du monde. Alors, soit elle est implicite si je n'ai pas la science théorique de cela, soit elle est explicite. Mais l'idée de Simone Veil qu'elle reprend à Proudhon, c'est que le moindre travailleur manuel obéit aux lois de la physique que le physicien connaît de manière théorique dans ses théories intellectuelles. Mais c'est les mêmes lois. Elles sont appréhendées de manière purement intellectuelle d'un côté par le chercheur, et elles sont appréhendées de manière matérielle par le travailleur. Mais comment se fait-il qu'on ne fasse pas se rejoindre ces deux champs? Les mêmes lois physiques sont manipulées par un Newton et sont manipulés par un balayeur. On devrait pouvoir créer un minimum de culture commune permettant de comprendre qu'on travaille tous sur la même réalité, sur le même monde. Et si on comprend ça, on devrait comprendre que tout un chacun, le chercheur intellectuel comme le travailleur manuel par exemple, eh bien, ils ont partie liée à un logos du monde.
qui est notre règle de l'art, si je puis dire, notre règle de travail. Vous voyez ? Et donc, c'est à partir de là que vous pouvez comprendre ce que Simone Weil a appelé la symbolique des métiers. C'est-à-dire qu'elle cherche à comprendre tous les métiers possibles dans une situation industrielle comme dans une situation artisanale ancienne, comme étant des rapports au logos du monde. Et comme elle est métaphysicienne et pas seulement philosophe du travail, évidemment ce logos du monde, pour elle, elle le rattache au logos de Platon. Et puis quand elle lira le platonisme au christianisme dans son évolution religieuse, elle le lira au logos chrétien. Et là, on arrive après à la dernière dimension, mais je la dis tout de suite. Le logos chrétien, c'est un logos qui s'incarne dans le monde. Et donc elle va penser le Christ comme logos du monde, comme celui qui éclaire tout ce qui est intelligible dans le réel, selon toutes les grandes métaphysiques du verbe, depuis Augustin jusqu'à nos jours. Alors ça, c'est la dimension métaphysique et mystique à laquelle on va arriver. Mais donc, je reste d'abord sur le premier point, une ontologie du travail qui fait que dans tout travail, il y a un rapport à une intelligence qui est incarnée dans la matière. Et donc, le fameux concept de l'attention, qui est si important chez elle, c'est que par l'attention, je dois pouvoir pénétrer la structure du réel et être fier de la capacité que j'ai de maîtriser une part de la structure du réel, quel que soit mon type de travail. Ça peut être la matière sociale si je suis un travailleur social, si je suis un chercheur intellectuel, les structures intelligibles du monde, si je suis un artisan social, la matière sur laquelle je travaille. Voilà. Et une question, excusez-moi de vous interrompre. Oui, vas-y. Pour me permettre de cerner un peu plus, qu'est-ce qui, si c'est possible de le dire, serait selon vous le contraire de l'attention dans le travail ? Alors, le fait de ne pas pouvoir faire attention si le rythme de travail, la vitesse qu'on m'impose, les ordres qu'on m'impose m'empêchent d'être attentif à quelque chose. Donc si vous prenez comme image un peu archétypale les temps modernes de Chaplin, le fait de ne pas pouvoir réfléchir à ce qu'on fait, voilà, c'est le contraire de l'attention. Le travail à la chaîne, tel qu'il était instauré dans les années 20, interdisait de penser, et c'était même une règle que Taylor avait posée. Il ne faut surtout pas que vous pensiez à ce que vous faites, d'autres ont pensé votre travail pour vous. Et donc, il faut surtout que ça soit que de l'automatisme, sans réflexion. Parce que si vous cherchez à réfléchir, vous allez perdre le rythme de la machine auquel vous êtes soumis. Alors, il y a des incidents cocasses dans le journal d'usine de Simone Weil qui était soumis à ce type de travail à la chaîne, même si ce n'était pas la chaîne à la Charlot, mais c'était analogue. Un jour, elle pense à Trotsky, elle casse une scie, parce qu'elle a voulu s'échapper un temps, trouver un temps d'arrêt dans le rythme, et puis le rythme ne permettait pas d'avoir un temps d'arrêt, et voilà, catastrophe. Donc c'est là où elle va dire qu'il faut des temps d'arrêt dans le travail, alors pas seulement pour penser à Trotsky, parce que si vous faites que ça, effectivement, ça peut contredire votre travail, mais pour dominer le processus de travail dans lequel on est engagé. Un travailleur humain, elle pose cette règle, par exemple, lorsque il y a possibilité de moments qui permettent de faire le rapport dans sa tête entre le début d'un processus de travail et la fin. Voyez ? Si je ne peux pas, si j'ai jamais la possibilité, même si ça m'est interdit par principe, ben c'est un travail aliéné. Parce que je suis soumis à un rythme que je ne peux pas dominer par la pensée. Donc des moments d'arrêt, alors ce n'est pas des moments d'arrêt qu'on peut minuter forcément, mais intellectuellement, un travail qui permet de respirer son travail pour dominer, voilà, j'ai commencé une tâche, je la finis. Et j'en commence une autre, vous voyez, voilà. Il faut qu'il y ait un rythme de ce type. S'il n'y a pas un rythme de ce type, alors on est dans une aliénation où le rapport entre la pensée et l'action n'est plus possible. Alors ce qui définit l'homme et le travail humain, c'est de pouvoir instituer un rapport entre pensée et action. Voyez. Donc par rapport à ça de l'attention, voilà, c'est ça qui est capital, c'est ce rapport entre pensée et action. Alors évidemment, ensuite, celui qui n'est pas impliqué dans son travail, qui le fait de manière purement automatique, mais sans contrainte forcément extérieure, il sera aussi inattentif à ce qu'il fait, comme si son travail n'avait pas de sens. Voilà, mais ça serait une autre modalité. Alors, peut-être quitter un temps la spiritualité du travail. Alors j'ai pas dit, oui, un point que je voulais ajouter, pardon, parce que j'ai suggéré le niveau mystique de la spiritualité du travail, mais il y a un niveau intermédiaire qui est très important. Le travail, c'est un rapport au monde, à la matière, à la nature, c'est un rapport à soi, c'est-à-dire que c'est une transformation de soi qui s'opère. Là, l'idée, c'est que quand nous travaillons,
ça produit nécessairement, si c'est un travail authentique, une union de l'esprit et du corps supérieure après le travail à celle qui existait avant. Vous voyez l'idée? Parce que comme le travail est une interaction entre le corps et l'esprit, si le travail est vraiment authentique, il réalise une unité de moi-même plus forte. Parce que le corps et l'esprit ont été obligés de s'unir davantage. Et ça donne quoi? Le phénomène de l'habileté, par exemple, dans le travail, le phénomène de l'habitude, et tous les habitus qui font que, voilà, un artisan qui a de la bouteille, d'accord, il vous paraît avoir son esprit au bout des doigts, d'accord, ou bien n'importe quel artiste, travailleur, etc. Voilà, à travers son corps se spiritualise de plus en plus et son esprit s'incarne de plus en plus. Donc, le rapport à soi comme transformation de soi, si vous voulez, il y a une dimension transformatrice du travail. Et puis, voilà, c'est la dimension que je voulais ajouter, le travail c'est un rapport aux autres, c'est pas qu'un rapport à soi. Et là on retrouve la veine proudhonienne notamment, c'est-à-dire que avant d'être, ou en même temps que c'est une réalité économique, c'est une réalité morale et pré-politique aux yeux de Simone Weil, parce que ça crée une fraternité, une coopération entre les hommes. Et donc l'idée que le travail est un des lieux où se forme la communauté humaine, voilà, ça c'est une idée très importante chez Simone Weil, qui va éclairer sa philosophie de l'enracinement, c'est-à-dire que c'est pour elle une base de la socialité humaine. Hein. Donc ne pas penser à la division du travail seulement d'un point de vue technique, comme les Tayloriens le faisaient, ou même encore Durkheim d'une certaine manière, mais le penser comme une opération morale de coopération entre les hommes. Et si vous poussez la logique jusqu'au bout, alors là, ça sera la phase chrétienne de Simone Weil, ça va donner ce type de formule que je cite dans mon livre, parce que pour moi, c'est vraiment une des plus grandes originalités de Simone Weil. Elle va dire que le don de soi, c'est dans le travail que ça se vit le plus universellement. Parce que par mon travail, je travaille pour vivre moi-même, mais je travaille pour nourrir ma famille si j'ai une famille, et je travaille pour être au service de la société. Et donc, par mon travail, je donne quelque chose de ma vie à l'ensemble de ceux qui vont bénéficier du fruit de mon travail. Et elle a cette formule extraordinaire dans un des cours d'Auxerre à ses élèves, où elle disait « L'homme se donne à l'homme en tant que travail ». Vous voyez cette formule ? L'homme se donne à l'homme en tant que travail. C'est une formule unique dans l'histoire de la philosophie sur la question du travail. Parce qu'elle met le travail au niveau du don de soi, du don de sa vie, au sens christique. Vous voyez ? Celui qui vit son travail comme un don de soi, pour elle, est à l'image du Christ, qui donne sa vie pour les hommes. Et le fait que le Christ ait été un travailleur, pour elle, c'est symbolique du sens chrétien du travail. C'est-à-dire que c'est pas innocent, c'est pas pour dire, voilà, moi j'ai travaillé à sur de mon front et pour gagner ma vie comme les autres, mais ça a un sens spirituel très profond pour elle, c'est que c'est l'idée de service de l'humanité qui est impliquée dans le travail. Et donc le fait que le christianisme donne un sens au travail, c'est constructeur de communauté, mais c'est constructeur d'une sorte d'occasion permanente du don de soi à l'image du Christ. Voilà. Et cela, vous comprenez mieux la mystique de Simone Weil si vous avez ça à l'esprit. Voilà. Et alors, un point très très concret, peut-être le plus concret sur lequel j'aimerais vous entendre parler, moi qui m'intéresse beaucoup mais que je n'arrive pas justement à concrétiser, vous parlez donc dans votre livre de l'idée qu'a Simone Weil de penser des machines plus souples, c'est le terme. Alors qu'est-ce qu'une machine souple qui permettrait justement selon Simone Weil le développement de cette attention Alors là il faut dire un petit peu comment elle a cherché à réfléchir la technique moderne. Hein. Quand elle s'engage dans la condition ouvrière, elle se retrouve ouvrière sur presse chez Renault, chez Alstom, puis dans une autre boîte. Elle est effarée de la manière avec laquelle les ouvriers sont soumis aux machines. Alors pas seulement avec le type de travail à la chaîne, à la Charlot, hein, qu'on a tous à l'esprit, mais par exemple dans le fait suivant. Dans les usines métallurgiques où elle était, existait ce qu'on appelait à l'époque le système des régleurs. C'est-à-dire, un ouvrier sur une machine n'avait pas le droit de régler lui-même sa machine. Il fallait que ça soit un régleur, donc une sorte d'ingénieur, qui règle la machine et qui laisse ensuite l'ouvrier face à une machine automatique qui fonctionnait toute seule. Et si la machine s'arrêtait, s'il y avait un pépin, un problème, etc., l'ouvrier ne pouvait plus rien faire
et il fallait appeler le régleur. Alors s'il était là, tant mieux, s'il n'était pas là, il fallait attendre, ça mettait tout le monde en panne. Et elle disait, mais c'est anti-économique, c'est absurde parce que ça prive l'ouvrier de l'intelligence de son travail. Il suffirait de donner le minimum de culture technique nécessaire à l'ouvrier pour qu'il sache régler sa machine. Et elle-même, elle montre dans son journal d'usine comment elle était amenée parfois à régler elle-même, alors plus ou moins de manière autorisée, sa machine pour éviter les pièces loupées, etc. Bon. Et donc elle dit dans son journal d'usine très très vite, au bout de quelques semaines, il faut supprimer cet absurde système des régleurs qui repose sur le principe taylorien, comme on l'a dit tout à l'heure, de la séparation totale dans les fonctions de direction et les fonctions d'exécution, et qui interdit que ceux qui usent des machines aient une culture technique. Alors moi, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire quand j'ai fait ma thèse sur Simone Weil, je suis allé lire le journal d'usine à la Bibliothèque nationale, j'ai annoté tout ce qu'elle notait. Alors, par exemple, quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle avait partagé son journal d'usine en 2 pages. Dans une page, elle devait noter tout ce qu'elle faisait dans la journée, et puis sur l'autre page, le soir, elle espérait faire le travail réflexif de réflexion sur la transformation des structures de travail qu'elle observait. Puis on s'aperçoit que, comme elle le dit Albertine Thévenon dans ses lettres, en 3 semaines, elle a été tellement brisée par son travail qu'elle n'a plus pu remplir la page réflexive. Et vous voyez donc le journal d'usine se développer ainsi. Mais toutes les remarques qu'elle fait sur la technique, vous les retrouvez, ça a été ma grande surprise, dans le célèbre bouquin de Gilbert Simondon du mode d'existence des objets techniques. Simondon fait exactement les mêmes remarques que Simone Weil, 20 ans après. Et lui aussi dit qu'il faut supprimer le système des régleurs, dans les années 50 quand il écrit, et il fait les mêmes remarques que celles qu'en 1934 Simone Weil avait faites. J'ai le soupçon que Simondon a pu lire le travail de Simone Weil, j'en ai pas la preuve, j'aimerais trouver le temps d'aller sur les archives Simondon pour voir si tellement les formules sont littéralement les mêmes. Alors c'est très frappant, un des philosophes les plus lucides sur la technique moderne qui a vu ça, qui a le même diagnostic. Donc voilà, ça c'est le point de départ, et à partir de là elle se dit comment faire. Il faut donner une culture technique aux ouvriers, voilà ce qui manque, et c'est pas difficile, il faudrait un minimum, vraiment quelques heures de formation pour les machines métallurgiques de l'époque, c'était pas très très compliqué, mais elle dit ça serait encore mieux si on inventait des machines qui soient souples. Alors c'est son idée, c'est-à-dire qu'au lieu d'être monotâches, puissent être polyvalentes, et de telle manière qu'un ouvrier puisse maîtriser plusieurs types d'opérations. Donc les machines multifonctions, comme on dit aujourd'hui, et qui font qu'elle avait conscience qu'avec l'électricité moderne, on devait arriver à ce qu'elle appelle des machines souples, c'est-à-dire des multiples utilisations. Elle est prémonitoire dans la vision qu'elle a de ce que les moyens d'énergie modernes peuvent fournir. Et donc voilà, elle se dit, au lieu de machines qui imposent leur rythme à l'ouvrier, l'idéal serait d'avoir des machines où l'ouvrier puisse programmer lui-même. Voilà. Et vous sentez que c'est en gros l'évolution même des OS aujourd'hui, dans les structures contemporaines de production. Alors on est resté pour une part au système taylorien et lourd qu'elle a connu, mais pour une grande part on a évolué, heureusement. Dans nos pays au moins, parce que dans le tiers-monde, on est resté peut-être souvent dans les structures des années 30. Il y avait peut-être une question, non ? Peut-être justement à ce propos, là, moi quand j'ai lu ce livre et quand j'ai lu les analyses sur les machines justement de Simone Weil, c'est tellement fantastique que c'est dommage qu'elle n'ait pas écrit à notre époque, parce que, et là c'est là que j'en appelle à vous, selon vous qui connaissez mieux Simone Weil que nous ici, qu'est-ce qu'elle aurait dit sur toutes ces questions, donc la question de la pension, la question de la spiritualité, la question de la communion, du don, qu'est-ce qu'elle aurait dit à propos des travaux absurdes d'aujourd'hui qui n'ont pas l'air d'être vraiment les mêmes qu'à son époque et qui ressemblent plus à des travaux où on a perdu le sens, où on fait des choses inutiles et qui sont plus si physiques que ça parfois. Qu'est-ce que, même si la question est un peu dure, j'en ai conscience, oui. Simone Weil veut nous dire de tout ça. Alors, d'abord, une remarque, c'est que quand j'ai fait ma thèse, moi, donc il y a plus de 25 ans, j'étais persuadé que la pensée de Simone Weil n'avait pas vraiment été reçue dans le monde économique, industriel, technique, etc. Donc j'ai découvert le parallèle avec Simondon. Bon, je faisais ma thèse, mais je voyais rien en dehors de ça, et puis c'était un parallèle que personne n'avait vu jusque-là, donc je me disais, bon, il n'y a rien.
j'ai mis 10 ans à découvrir que toute l'école de l'ergonomie française était inspirée par Simone Veil. Qu'en Italie, par exemple, les grandes firmes comme Fiat ont transformé la structure de production à partir de la lecture de la Convention ouvrière. C'est les Italiens qui me l'ont appris, à Turin, à Milan, etc. Et ça, c'est peu connu encore, mais quand on rencontre les chefs de file de l'ergonomie française, du CNAM, comme Wissner, bon, je ne l'ai pas connu, mais ses disciples, François Danielou ou d'autres, tous ont été inspirés par Simone Veil. La première chaire d'ergonomie française au CNAM de Wissner, leçon inaugurale, Wissner dit « Je cherche à appliquer les principes de réflexion que Simone Veil a développés dans la Convention ouvrière ». C'est assez remarquable. Et je me suis aperçu qu'au Brésil, quand je suis allé au Brésil parler de Simone Veil, c'était les spécialistes des sciences sociales et de l'économie industrielle qui s'étaient intéressés à Simone Veil aussi. Donc il y a en fait une fécondité beaucoup plus grande qu'on ne le croit, mais elle n'a jamais passé la rampe universitaire d'une réception voilà, grand public et qui fasse reconnaître en Simone Veil une philosophe grandeur nature, vous voyez, voilà, à ce niveau-là jusqu'à présent. Même si on commence à progresser, il y a eu un colloque au Collège de France sur Simone Veil avant l'été, pour la première fois, donc voilà, on progresse. Mais voilà, il y a eu un impact, et notamment sur cette idée qu'il faut que le sujet de son travail ait la maîtrise de l'objet de son travail. Voilà, c'est toute l'ergonomie, le thème des conditions de travail est sorti de la condition ouvrière. Hein. Historiquement, c'est ce langage-là. Alors après, maintenant, si on se projette aujourd'hui, dans le monde contemporain, et qu'on prend la question de la technique en tant que telle. Alors ça, c'est vraiment une question difficile, à plusieurs points de vue. Et Simone Veil serait, comme nous, devant une difficulté pas facile à résoudre. C'est-à-dire, je pense que sur cette idée que la séparation travail manuel, travail intellectuel, on devrait arriver à la surmonter, là, on aurait aujourd'hui un consensus plus grand qu'à son époque. Une conscience de cela qui n'est pas encore générale, mais on sent que ça peut progresser dans beaucoup de milieux. Par contre, nous, on est affrontés, je trouve, à un problème aujourd'hui avec la révolution tertiaire, le numérique, l'informatique aujourd'hui, à une sorte de disparition du travail physique dans beaucoup de métiers, et un travail devenant hyper abstrait hein, et intellectualisé, voire complètement désincarné, qui fait qu'on peut se poser la question de savoir si cette idée d'un travail vivant, unité du corps et de l'esprit, tel que le rêve Hannah Arendt comme modèle de travail, c'est encore vraiment possible aujourd'hui. Le travail sur ordinateur, le travail à distance qui n'implique plus ni le rapport à une matière ni le rapport à l'autre, vous voyez, le travail solitaire avec une machine abstraite. Et là, c'est une vraie question. Alors c'est la question que vous trouvez chez des auteurs comme Olivier Rey aujourd'hui, comme bon, Jacques Ellul, Illich, etc. Tous ceux qui sentent que le travail comme pouvoir d'agir sur une matière, ça semble un schème en péril. Hein, voilà. Et là, on est face à un problème redoutable parce que, effectivement, on a l'impression que l'incarnation du travail tend à disparaître. Et vous sentez que cette désincarnation du travail aujourd'hui, ben, ça ouvre au rêve transhumaniste où le travail comme rapport à un corps, à une matière n'existe plus. On ne va plus être que des êtres immatériels, hein, comme les ordinateurs. Bon, donc, voilà, avec certains amis comme Fabrice Adjadj ou d'autres, on réfléchit à cette situation de désincarnation de l'homme moderne qui, effectivement, alors, joue sur quantité de dimensions, mais notamment sur celle du travail. Ça serait un peu le problème inverse, alors, finalement. Plus d'unité du corps et de l'esprit, mais des autres sens. D'être aliéné non pas par matérialisation, mais par abstraction. Oui, je pense que c'est une des dimensions possibles qui est devant nous, comme question. Sur la maîtrise de l'outil, je pose un peu une question. Pardon ? La question de la maîtrise de l'outil. Oui. Justement, le numérique et l'informatique, une telle complexité aujourd'hui des outils, avec une accélération des évolutions de ces outils-là. Oui, dont on n'a pas la science alors qu'on les utilise constamment. Déjà, il y a une génération qui n'a pas connu l'informatique et qui doit travailler avec. Oui. Et en plus, aujourd'hui, tout le monde travaille avec des programmes qui n'ont pas conçus et des logiciels qui n'ont pas conçus. Oui. Oui. Aussi cette dimension-là. Oui, oui. D'accord, d'accord. Donc là, il y a
un abîme entre l'objet et la culture technique que j'ai pour me l'approprier pleinement, aussi. Donc là, voilà, ça c'est des questions qui sont les nôtres, que Simone Veil n'a pas pu appréhender. Elle rêvait d'une société où travail manuel et travail intellectuel puissent se rapprocher de plus en plus. Et dans les conditions d'évolution sociale que nous avons, où est-ce que c'est possible vraiment? Alors oui, dans les travaux artisanaux, manuels qui subsistent très bien, mais on voit très bien que ça se réduit. Quand Simone Veil réfléchit à la question du travail à son époque, les deux modèles de travail principaux, c'est le travail paysan, le travail ouvrier. Et nous, les paysans, où est-ce qu'ils sont? Ils disparaissent, et les ouvriers, ils disparaissent aussi. Qu'est-ce qui reste? Et donc, le travail qui serait à faire, c'est avec les principes de pensée de Simone Veil, les appliquer à un terrain qui n'est plus celui qu'elle a connu. Mais à mon avis, sa réflexion sur la condition humaine reste toujours valable pour appréhender ces problèmes. La problématique incarnation-désincarnation du travail aujourd'hui, enfin, je travaille avec des consultants maintenant en tant que directeur du Créso à la Cato, ils me disent tout ça, c'est le problème. Le travail est de plus en plus désincarné. C'est le problème de Simone Veil dans les structures actuelles. Alors, on ne peut plus rêver ce qu'elle rêvait sans doute à son époque, mais le problème est le même. Voilà. Donc comment le réincarner dans des formes nouvelles? Alors, je vais vous poser une toute dernière question et puis ensuite on passera au vote, j'espère que vous donnerez. Une chose, moi, qui m'a intrigué, c'est justement cette nécessité qu'a eu Simone Veil vis-à-vis d'elle-même d'aller faire une expérience pour pouvoir parler de ces choses-là. Et donc, est-ce que politiquement, Simone Veil serait pour que les ouvriers de terrain, alors les travailleurs de terrain en fait en général sont appelés ouvriers, c'est-à-dire ceux qui sont directement confrontés au travail, soient beaucoup plus présents sur la scène politique d'élaboration du travail, même si aujourd'hui le cas n'est pas forcément caricaturalement inverse, mais est-ce qu'elle aurait voulu de ces hommes-là parce que c'est une question qui est aussi présente chez Marx, c'est-à-dire que Marx veut faire la révolution avec les ouvriers, mais il n'arrive pas à penser comment est-ce que les ouvriers vont être assez cultivés. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Qu'est-ce que Simone Veil dirait de ça en fait? Alors justement, Marx était en révolte contre deux tendances à son époque. La tendance qu'on peut appeler bourgeoise, les ouvriers doivent avoir aucune part à la chose politique, et puis la tendance marxiste, nous sommes l'avant-garde éclairée du prolétariat, nous sommes les révolutionnaires professionnels, et vous devez suivre notre lumière. Et il y avait une manière pour elle de subordonner les ouvriers, de les exclure du politique des deux côtés. Et donc ça, c'était pour elle insupportable, parce qu'elle avait cette idée, donc largement proudhonienne, qu'un vrai ouvrier qui a une culture ouvrière, qui a une culture de son métier, eh ben, il a assez de savoir à la fois de son travail, des relations sociales que ça implique au niveau des entreprises modernes, etc., pour pouvoir jouer un rôle sociopolitique. Elle rêvait qu'il y ait des élites ouvrières, qu'il y ait des élites populaires. Elle a enseigné dans des universités populaires à l'époque, qui était un peu le lieu où on cherchait à expérimenter ça, et bien, qui puissent combler l'abîme entre les classes populaires et un État qui les ignorait complètement et qui était infiniment éloigné d'elle, sans intermédiaire. Donc, elle rêvait que les syndicats puissent jouer ce rôle, mais elle rêvait aussi à quelque chose d'analogue aux anciennes corporations, voyez, qui est structurellement un rôle plus de médiation entre ce qu'on appellerait aujourd'hui la société civile et l'État. Mais cette idée que les hommes politiques doivent être des professionnels, soit de l'État bourgeois, soit de la Révolution, pour elle, c'était insupportable parce que ça faisait de la politique un monopole de professionnels séparés du peuple. Et pour elle, ça, c'était un scandale absolu, quoi. Donc, sans forcément aller dans le sens de Proudhon, disparition de l'État grâce à cette autogestion, si on peut dire, sociale, elle pensait qu'il fallait qu'entre les élites populaires, ouvrières, les hauts fonctionnaires, les chefs d'entreprise, les hommes politiques, il y ait une circulation qui à l'époque n'existait absolument pas. C'est pour ça que quand vous lisez tous ces textes des années 30, elle cherche tout le temps le dialogue avec donc des leaders syndicalistes qui soient intelligents et pas idéologues uniquement, avec des cadres, avec des chefs d'entreprise,
une des belles correspondances de Simone Veil, c'est avec le PDG d'Alstom. Hein. Elle est embauchée chez Alstom et elle va voir le PDG, elle discute avec lui. Enfin, c'est assez extraordinaire quoi, de voir ça. Au lieu d'être dans la lutte de classe, je ne veux pas te voir, etc., elle va le voir en disant il faut que vous compreniez les problèmes de vos ouvriers. Il faut arriver à réformer vos entreprises, etc. Elle participe au groupe des nouveaux cahiers qui regroupe des chefs d'entreprise, des intellectuels qu'on appellerait de droite ou de gauche aujourd'hui. Hein, voilà, elle se fichait des clivages idéologiques. Elle voulait que les gens pensent ensemble. Donc elle a cherché tout le temps des lieux ouverts où des gens de tendances et de classes différentes puissent se rencontrer et réfléchir les mêmes problèmes. Voilà. Et ça devait, pour elle, générer de nouvelles élites à terme, ou une nouvelle manière d'articuler les niveaux sociopolitiques qui, à son époque, n'existaient pas parce que tout était figé, quoi, en classes séparées. Ça a été sa conviction permanente. Quand je pense au Café Le Simone, puisque l'inspiration en partie est proche, elle rêvait de lieux où il y a une fluidité d'idées et de milieux qui se rencontrent. Et pour moi, un lieu comme le vôtre, il doit avoir cette logique aussi. Hein, c'est-à-dire faire se rencontrer des gens d'opinions différentes. Vous affichez catho, bon, ça c'est. Mais il faut être ouvert à tout ce qui est non-catho, inviter des non-catho. S'il y a quelqu'un qui affiche telle conviction politique, il faut qu'il puisse débattre avec quelqu'un d'une conviction opposée, etc. Enfin, voilà, ça c'était l'idéal de Simone Veil. Qu'une société ouverte, si on peut dire, ou vraiment démocratique, c'est une société où chacun, au lieu de s'enfermer dans sa classe, dans son opinion, dans son rôle social, puisse partager avec les autres les problèmes communs. Alors, je vous pose une question, vous venez partiellement de répondre, mais ça permet de préciser sous un angle un peu différent. Mais d'abord, pour une petite anecdote, en fait, l'an dernier, je suis allé faire un tour place de la République à Paris pour visiter les camarades de Nuit debout, pour voir un peu ce qui s'y passait, et j'ai trouvé donc, au milieu de la place un stand d'un éditeur libertaire, c'est les éditions Libertalia que vous avez peut-être déjà rencontrées. Donc en gros, ils définissent comme anarchistes et libertaires, et ils avaient édité un petit recueil de textes de Simone Veil, qui sont les textes, donc un recueil intitulé Grève et joie pure. Oui, je vois. Et en gros, il y a 2 articles dedans que Simone Veil a publiés au moment des grèves de 36 dans 2 revues syndicales, oui. Et qui avaient, moi je trouvais comme grand intérêt dans ces 2 textes de lier la description du travail d'ouvrière à l'usine. Donc là, il y a toute une phénoménologie en matière de l'aliénation, c'est des textes incroyables qui reprennent pour une part en fait ce qu'on trouve déjà chez Marx dans les manuscrits où l'idée de la vie séparée quoi, oui. L'ouvrier, la séparation sujet-objet, etc. Et en fait, bon, ces textes avaient l'intérêt de lier la description de l'aliénation concrète au travail et en même temps la nécessité d'une participation politique. Donc dans sa manière de décrire l'aliénation au travail, il décrire son quotidien d'ouvrière avec ses collègues ouvrières, des scènes que j'ai trouvé encore plus marquante que ce que peut raconter Marx pour l'ouvrière qui est tellement épuisée par son travail chronométré et sa journée où elle n'a juste pas la possibilité de penser. L'ouvrière qui se flatte que son mari soit enfin mort pour que ça fasse une goutte de moins à nourrir, enfin des situations aussi dramatiques que ça, et qui sont toutes racontées de manière très cohérente parce qu'elle décrit clairement les logiques de séparation en fait. Le travail de l'ouvrier implique une logique de séparation de l'esprit et du corps, des exécutants et des dirigeants, bref, et puis des familles entre le couple, etc. Et cette logique de séparation, il me semblait à la lecture de cet article qu'elle venait pour elle de la séparation des séparations, qui est, là de manière très poudonienne, la séparation des individus par l'État. En gros, c'est la capacité qu'a l'État de constituer, en gros de faire se désagréger toutes les communautés naturelles, toutes les solidarités, pour ne faire exister que des individus fragiles qui n'ont que comme objectif survivre dans des conditions atroces de l'ouvrier. Et donc l'intérêt de ces textes, c'est de montrer que penser le travail, c'était aussi penser la manière dont il fallait s'engager politiquement pour faire advenir cette civilisation de spiritualité du travail. Et donc ma question c'est, visiblement qu'elle tient ensemble la part théorique de penser le travail et la part plus pratique de lutte. Question de brut, j'ai bien compris tous les principes, pour la plupart admirables, qui permettent à Simone Veil de construire cette société idéale, ou cette civilisation
travail enfin juste, quoi. Mais alors la praxis qu'elle recommande pour y arriver, c'est moins clair. Je comprends l'idée, son lobbying avec le pays de Blackstorm, je comprends l'idée qu'il faut favoriser des lieux qui recréent des solidarités, etc. C'est très empirique, quoi. Est-ce qu'elle a donné, en tant que philosophe et dans la succession de tous ceux qui ont essayé de penser, en gros, au fond, une utopie, ou dont Marx et tout d'autres, une voie pour y arriver, quoi, politique. Une théorie de l'action politique, c'est ça qu'il faudrait dire. Pour construire une société du travail, enfin, oui. Alors, voilà, là on passe du travail à la philosophie de l'action de Simone Weil qu'il faudrait développer pour elle-même. Ce serait presque l'objet d'une autre conférence. Parce que la pensée de Simone Weil est beaucoup plus riche qu'on ne le pense, parce que voilà, elle est connue par son expérience révolutionnaire, le travail, son expérience mystique, pour ceux qui la prennent du côté religieux, et on n'a pas à l'esprit la totalité des dimensions de sa pensée. En fait, si je résume juste d'un trait, pour moi, c'est un des esprits les plus complets de la philosophie du XXe siècle, parce que vous avez chez elle toutes les dimensions de la philosophie. On peut faire une conférence sur la philosophie des sciences de Simone Weil, on peut faire une conférence sur sa philosophie politique, sur son esthétique, sur sa métaphysique, sur sa philosophie morale, etc., etc. Il y a toutes les dimensions, il n'y en a pas une qui manque, c'est extraordinaire, même par rapport à des très grands philosophes qui ont une œuvre bien plus importante, elle est plus complète. Et donc on peut, si on prend tous les textes, tenter de reconstruire une philosophie de l'action chez elle. En disant ça, je pense à Hannah Arendt. Pour moi, il y a une philosophie de l'action chez Simone Weil beaucoup plus forte que celle d'Hannah Arendt. Pourtant, celle d'Hannah Arendt est beaucoup plus connue et reconnue comme étant la théorie politique opposée au totalitarisme, etc. Mais en fait, pourquoi Simone Weil est plus forte ? C'est parce qu'elle a une réflexion beaucoup plus équilibrée du rapport entre action et institution, par exemple. Alors si vous êtes chez Hannah Arendt, pour ceux qui connaissent la philosophie de l'action d'Hannah Arendt, elle est géniale du point de vue de la mise en valeur de la société civile, mais il y a une réelle difficulté de Simone Weil à articuler action et institution. Parce qu'on a l'impression que dès que l'action passe dans l'institution, ça la trahit, ça la fige, ça la sclérose. Et ce que Arendt appelle la tradition des conseils, c'est quelque chose d'évanescent qui ne peut jamais s'institutionnaliser. Chez Simone Weil, il n'y a pas la même antinomie, alors qu'elle est partie de cette antinomie. Dans sa période révolutionnaire, elle a l'impression qu'effectivement, entre action et institution, il y a une antinomie. Et dans la dernière partie de sa vie et de son œuvre, elle se dit, c'est pas possible, l'institution a vraiment un rôle. Et c'est pour ça qu'elle va vers les responsables économiques et politiques, que quand ensuite elle rejoint la France libre de Gaulle à Londres, elle réfléchit à la future constitution de la France libre et aux organismes politiques qu'il faudrait inventer ou réinventer pour une nouvelle civilisation. Donc elle fait ce travail-là. Et alors dans l'enracinement, c'est dilué parce que dans l'enracinement, elle écrit ça jusqu'à sa mort, de manière échevelée, c'est pas construit. Mais si on prend les textes de l'enracinement, les textes de Londres, qui sont complémentaires, là on voit apparaître une théorie politique beaucoup plus équilibrée et développée qu'on le penserait, mais évidemment elle a le temps que de mettre les principes en place et pas de développer complètement. Mais il y a une théorie du rapport entre action et institution. Quand elle réfléchit le programme qu'elle donne à De Gaulle, il faut que la résistance soit un mouvement d'éducation spirituelle du pays. Et il faut que vous fassiez ça pour la résistance. Donc elle a été à l'origine de la création du Conseil national de la résistance de Jean Moulin, avec cette idée, il faut unifier de manière spirituelle la résistance comme une direction de conscience du peuple français. Et puis elle dit il faudra transposer ça dans le nouveau régime à venir après la guerre. Parce qu'on commence à sentir qu'on arrivera un jour à la libération, bon, si c'était pas évident jusqu'en 1943. Et donc elle réfléchit une nouvelle constitution, des institutions, etc. Donc elle avait le souci que l'action, comme source d'inspiration, se cristallise dans des institutions. Voilà. Et il y a une théorie de l'action qui passe par le jeu, comment dire, entre ceux qui ont du pouvoir et qui doivent insuffler une inspiration à ceux qui n'ont pas de pouvoir mais qui font fonctionner la société. Voilà. Il y a une sorte de, comment dire, de théorie du couple action-inspiration, institution chez elle, qui est vraiment originale et qui est, que moi je trouve peu chez d'autres philosophes politiques contemporains.
Parce que, vous voyez, dans la philosophie politique contemporaine, si je contraste par rapport à Simone Weil, vous avez une tendance que j'appellerais arendtienne. Le centre de gravité de la politique, c'est la société civile. Puis vous avez une tendance que j'appellerais aronienne, Raymond Aron. Et puis son école, le centre de gravité du politique, c'est l'État. Et on a beaucoup de mal à articuler les deux. Vous voyez, en philosophie politique contemporaine, le centre du politique, c'est la question de l'État, soit le centre du politique, c'est la société civile. Il y a une vraie antinomie chez beaucoup de nos collègues en philosophie politique. Et vous prenez Simone Weil, vous ne pouvez pas la placer d'un côté ou de l'autre. Elle cherche justement la médiation entre les deux. Ça me paraît beaucoup plus fin. Et malheureusement moins fréquenté que la science politique classique qui prend le pouvoir de l'État comme objet principal et puis les penseurs de la société civile, l'école de Francfort, Hannah Arendt, qui eux veulent penser que la société civile. Vous voyez, je pense que le vrai problème politique c'est la liaison, mais une liaison qui justement nourrit l'État par la société civile et fait que l'État soit au service de la société au lieu d'être le dominateur. Et ça, c'est un problème qui est encore devant nous. Il me semble, ce problème-là. C'est notre problème toujours, des démocraties actuelles. Malgré une certaine souplesse qui a été introduite depuis les années 30 dans les conditions de travail, on voit qu'il y a une individualisation qui est de plus en plus forte dans les entreprises. Qui est d'ailleurs traduit par exemple avec ICAHU que dans la société de confiance, de défiance, qui disent que clairement on a moins d'un quart des Français à faire confiance aux autres. Donc comment se réaliser sans faire confiance aux autres alors qu'on appelle à la souplesse? Est-ce qu'il faudrait réinventer des corps intermédiaires ou un certain corporatisme dans les entreprises pour pouvoir recréer ce lien entre les différents salariés qui permettrait de réincarner un peu le travail? Quelle serait la solution? Alors, sur cette idée qu'il y a une individualisation du travail, voilà, ça, Simone Weil l'a très bien vu quand elle analyse le travail à la chaîne. Ça oblige chacun à ne regarder que son intérêt, que sa tâche. Et comme c'était la productivité maximale qui était la loi, eh ben c'est à moi de produire le plus de pièces pour écraser le copain à côté qui va avoir un salaire moindre, etc. Donc, qu'on retrouve ça aujourd'hui dans les structures de travail actuelles où la concurrence, la rivalité, la course au profit individuel et la loi dominante, c'est sûr, hein, il y a une analogie. Comment remédier? Alors je vous disais que Simone s'était engagée dans les syndicats, mais je vous disais aussi qu'elle voyait dans les corporations type médiéval quelque chose qu'il faudrait ajouter aux syndicats contemporains, c'est-à-dire les syndicats ont été des forces de combat politique, mais elle disait il faudrait que ça soit autant des lieux de formation culturelle, voire spirituelle. Et cette symbolique des métiers, hein, elle rêvait que les syndicats la cultivent et elle ne voyait rien. Elle pense que, voilà, que ce soit des syndicats ou d'autres instances, cette dimension culturelle du travail devrait être ce qui fait communauté à l'intérieur d'une entreprise. Voyez, et c'est ce qui manque. C'est-à-dire qu'on prend toujours l'entreprise comme une machine de production, point. Et la dimension réellement humaine du travail, le bien commun, non seulement en termes de rentabilité, mais en termes de valeurs spirituelles communes issues du travail, ça c'est néant, c'est désert. Et c'est ça qui manque pour sortir de cet individualisme. Donc ce qu'elle appelle la culture du travail, voilà, ça serait de faire comprendre que le travail fait communauté entre les hommes et que ça génère des valeurs morales et spirituelles entre les hommes. Et il faudrait que les patrons comme les ouvriers, ou les salariés comme les dirigeants soient convaincus. Donc on appelle ça culture de l'entreprise, etc. Mais l'idée c'est que c'est pas seulement l'idéal de rentabilité qui doit animer ça. Sinon ça ne donne pas une motivation forte aux hommes. Faites-leur construire une tour, ils deviendront frères. La formule Saint-Exupéry, c'est ça qui doit commander une philosophie du travail et une culture du travail. Oui. Voilà. Est-ce qu'on fait bâtir une tour à ceux qui travaillent? Voilà. Simone Weil a parlé du travail ménager. Il doit être différencié du travail productif. Alors, je ne vois pas de texte où elles prennent ça comme objet spécifique.
Par contre, ça rentrerait tout à fait dans l'idée qu'elle développe dans plusieurs textes, que dans tout travail humain, il doit y avoir ce sens du service de la société. Donc dans le travail ménager, domestique, aide à domicile ou je ne sais quoi, voilà, c'est clair que cette dimension-là, elle est encore plus évidente peut-être qu'ailleurs. Hein. Voilà, le développement des services de proximité, ainsi de suite, pour elle, ça... des travaux au sein d'une famille. Ah d'accord, le travail familial, ok, d'accord. Alors... ça me semble être une expérience qui lui manque. Oui, on devrait peut-être tous faire dans le travail pour la société. Ça, c'est quelque part un rêve de bourgeois, idéaliste, philosophe, que je respecte beaucoup. Mais les gens du peuple, ils n'ont pas envie d'être frères au travail, ils ont juste envie de faire leur boulot et de rentrer chez côté de leur famille. Et je me demandais si une dimension qui manquait dans ça. Alors ça, une philosophie de la famille, par exemple. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être philosophie de la famille. Alors, je prends un peu son parti, c'est-à-dire que je réagirai quand même par rapport à l'idée que vous suggérez, que le travail social, c'est du boulot métro-dodo, je caricature un peu plus, et puis c'est dans la famille que le vrai travail se vivrait, parce que ce partage privé-public me gênerait, et ça la gênerait aussi. Je crois qu'elle ne serait pas d'accord avec ce partage absolu. Maintenant, je sens ce que vous avez à l'esprit, c'est-à-dire de valoriser le travail non salarié, le travail familial qui est ignoré par l'économie productive, comme on dit, etc. Alors ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'elle a réfléchi parce qu'elle n'a pas eu une vie familiale elle-même, elle est restée célibataire, elle s'est pensée au service de l'humanité, voilà. Elle était dans une famille quand elle était enfant. Oui, bien sûr, mais ça l'a pas amené à réfléchir sur le travail familial. Je vois pas de texte où elle le prenne en compte pour elle-même en tant que mère de famille, ou voilà, elle l'a pas été. C'est évident quand on prend son profil de vie qu'elle s'est considérée comme une célibataire consacrée, même avant sa vocation spirituelle, on le sent qu'elle se vit comme ça. Bon. Alors, de fait, elle n'a pas réfléchi cet aspect du travail non économique aux yeux des critères économiques jusqu'à nous, qui est le travail familial. Elle réfléchit beaucoup à la question de l'éducation. Et là, elle voit un rôle de la famille, de l'école, voilà, qui sont complémentaires, etc. Mais le travail familial comme tel, je ne vois pas de texte. Alors, ce qui me semble évident, c'est que si on lui avait dit il faut réfléchir ça, en fonction de ses principes de pensée, l'idée du don de soi dans le travail, là, elle aurait trouvé un terrain, il me semble, exemplaire. Parce que s'il y a un lieu où le travail se vit sur le mode du don de soi, parce que justement on n'est pas payé pour, et que c'est une dimension proprement morale et spirituelle qui est en jeu, ben c'est là, clairement. Donc, comme elle était sur le sociopolitique, elle ne l'a pas pris en compte, mais je pense qu'elle aurait vu un beau terrain pour ça. L'homme se donne à l'homme en tant que travail, c'est un temps de travail. Oui. Mais vous voyez, là, quand elle dit cette formule à ses élèves d'Auxerre, je suis sûr qu'elle le dit en pensant à elle, professeur, par rapport à ses élèves. D'abord. Elle ne pense même pas d'abord à l'ouvrier. Elle pense au prof qui enseigne, à sa vocation propre. Parce qu'il y a quelques textes pendant la guerre, c'est assez remarquable, où elle dit comment servir son pays. Alors il y a ceux qui servent leur pays en luttant sur le front. Il y a ceux qui servent le pays en produisant pour la guerre ou pour les besoins de la nation. Et puis il y a ceux qui servent le pays en continuant d'enseigner ou en réfléchissant à une nouvelle civilisation. Mais clairement de ce côté. Il y a toujours l'idée que le travail, quel qu'il soit, c'est un service d'eux. Voilà. C'est frappant. Voilà. Et donc pour elle, l'enseignement est vraiment un service et un don de soi. Voilà, elle le vivait comme ça. C'est très clair. Et ça aussi, ça fait réfléchir quand on est intellectuel ou prof. Mais bon, est-ce que je vis dans mon travail comme ça, c'est décapant. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé du revenu universel? Eh bien, il n'y a pas pensé non plus. C'était pas dans son collimateur et dans les questions de son temps. Alors, il y a un texte qui indirectement se rapprocherait de ça.
elle critique dans les années 30 un livre du mouvement de l'Ordre Nouveau. L'Ordre Nouveau, c'était les penseurs fédéralistes autour de Denis de Rougemont, Alexandre Marc, etc., qui cherchaient une troisième voie entre libéralisme et socialisme, et qui avaient, par rapport à ce problème de comment se libérer du travail aliéné, comment arriver à un travail ou à une société libre, avait une utopie un peu analogue à celle de Marx, c'est-à-dire il faudrait arriver à une société où il y a un travail social obligatoire qui assure les besoins nécessaires à la société et puis un revenu minimum pour ceux qui travaillent et qui libère un temps de loisir maximal pour ne pas travailler en dehors, et de telle manière que cette idée qu'on puisse vivre sans travailler, sans un travail social obligatoire, voilà, était une idée maîtresse de ces penseurs. Et là, la réaction de Simone Weil consiste à dire « oulala, attention, parce que, à supposer que ce soit possible, on crée une société où il y a ce partage, ça voudra dire, dans l'esprit tel qu'il était pensé par ses collègues, qu'il y aurait une sphère de travail obligatoire aliénée, où il ne s'agit pas de chercher un sens spirituel, humain au travail, parce qu'il s'agirait juste de faire produire la machine sociale pour subvenir aux besoins de la société. Et puis, un moment de liberté où on ne travaillerait pas. Et Simone Weil dit, mais est-ce que ce n'est pas un trait de la condition humaine qu'on ne pourra jamais se libérer du travail, et que donc cette idée qu'il y aurait un travail aliénant, enfin non transformable d'un côté, et puis de la liberté sans travail de l'autre, eh ben, ça va créer une dichotomie impossible. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux viser une société où tout le monde travaille. Alors peut-être un peu moins que ce que connaît le productivisme effréné des modernes, mais où tout le monde travaille et fasse du travail un lieu de liberté. Donc par rapport au revenu minimum universel, voilà, il me semble qu'elle dirait attention à ce que ça ne crée pas une situation où du coup on ne cherche pas à transformer le travail lorsqu'il est nécessaire, et on vit la liberté sur un mode qui ne connaît aucune contrainte. Alors le travail, par définition, même si ce n'est pas inséré dans une structure sociale nécessaire, c'est quelque chose de contraignant, parce que ça m'oblige à être en rapport avec une matière qui résiste. Ça oblige à être en rapport à des nécessités. Et là, pour Simone, il y a une vertu du rapport à la nécessité. Croire que l'homme pourra se libérer du rapport à la nécessité, c'est une sorte d'utopie un peu pays de cocagne, ou société idéale de Rousseau, où l'homme sortirait de sa condition humaine, d'être un être de liberté soumis à la nécessité. Et la grandeur de l'homme, c'est de marier nécessité et liberté. Donc si on ne met pas de la liberté dans le travail, et si on a une liberté sans travail, vous voyez, il y a comme un malaise pour Simone Weil, parce qu'on a l'impression qu'on rêve de sortir de la condition humaine d'un côté, et qu'on transforme la condition humaine en une pure non-liberté d'un autre côté. Alors, ça répond qu'en partie à la question du revenu minimum universel, mais c'est une réflexion de fond qui peut aider à réfléchir, je crois. Il y a quelqu'un à un moment donné qui assume justement cette part contrainte du travail. Oui. Typiquement, si on réfléchit au niveau aussi de la mondialisation, qui n'était pas aussi intégrée dans sa réflexion à son époque, mais de dire, en gros, il y a moins de travail dans une société occidentale, mais aussi parce que tout ce qui est production et transformation directe sont faits ailleurs. Et nous, on a une économie qui est libérée aussi de ça. C'est justement peut-être ramener les choses en disant qu'il y a un mensonge du coup des libérés du travail, puisque c'est d'autres personnes. Peut-être ailleurs qui assument. On peut se permettre de réduire le travail et pendant que les Chinois l'augmentent, hein, voilà, on peut dire des choses comme ça, parce qu'on profite de ce qu'ils font. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes imbriqués, mais voilà, ce couple nécessité-liberté est permanent chez Simone Weil, à tous les niveaux de sa pensée, depuis la métaphysique jusqu'à l'économie, à la politique, etc. L'homme est un être qui a la vocation à la liberté, mais il ne se libérera jamais de la nécessité. Il a à incarner sa liberté dans la nécessité. Voilà. C'est ça la condition humaine. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, peut-être? Non, pas nécessairement. Alors, je tiens à vous remercier pour... Merci à vous. Merci.